noir et blanc. Lorsque j'étais une adolescente, j'aimais contempler les jeux d'ombre capturés par les objectifs de talentueux photographes. Le magazine Photo publiait des photos d'art en noir et blanc remarquables, qui dégageaient du mystère et apaisaient. Elles ont contribué à faire de moi une esthète. Un cliché édité en black and white dégage de la pureté, la première place étant donnée à la lumière. Une bonne photo se renforce en passant au noir et blanc. Lorsque ce n'est pas le cas, son intérêt artistique n'est peut-être pas suffisant. Les livres sont mon royaume. Ils n'ont que les couleurs que mon imaginaire apporte à l'histoire relatée par les mots noirs posés sur le papier blanc. Mon œil glisse sur la première ligne et mon esprit prend le train conduit par l'auteur. Je lis et je m'envole. Je me souviens encore de ce sentiment de liberté ressenti lorsque j'acquis les mécanismes de la lecture. Un monde nouveau s'ouvrait à moi. Ma première indépendance fut celle de ne plus avoir à quémander pour avoir la lecture d'une histoire par un adulte. J'avais compris à l'âge de 6 ans qu'un livre est un univers. Les livres m'ont éduqué, élevé et sauvé. Ces piles de livres scolaires, prêts à être distribués aux élèves en ce début d'année, allumèrent un sourire de satisfaction. En même temps, je blêmis un peu à l'idée que certains d'entre eux ne seraient jamais ouverts. Oubliés tout l'hiver au fond d'un cartable, témoin de la démotivation de nombreux adolescents. L'incongruité de ce tout petit sourire, dessiné à l'aide d'un chewing-gum mâchouillé par de rageuses et jeunes mâchoires et collé sur le sol pour tromper l'ennui d'une récréation sans but, alluma une étincelle de gaieté dans ma journée de travail. Cet hublot s'ouvre sur la cour de récréation d'un collège. Une impression de calme se dégage, mais ce microcosme cache des drames, des joies, des gaietés, des peurs, des amours, de la cruauté. Les taches de couleur sont posées çà et là pour témoigner de ma foi en l'homme. J'ai porté, je porte et je porterai ces solides godillots qui me portent loin. Que de kilomètres parcourus dans les rues de Paris, chaussés de ces confortables boots dont je suis une inconditionnelle et qui illustrent bien le style de vie qui me plaît. Une mamie sévenole, prise de nostalgie, capable de grimper sur les épaules de son homme, pour décrocher non pas la lune, mais la cloche de la maison de son enfance, a entraîné sa petite fille dans son attendrissant forfait en lui demandant de faire le guet. Le souvenir de cette grand-mère allume un sourire sur mon visage quotidiennement, alors que je sonne la cloche pour les élèves. Certains lieux dégagent une atmosphère, une ambiance forte. Éditer cette photo en usant et abusant d'effets pour la vieillir fut une évidence, pour mettre le cliché en harmonie avec ces escaliers centenaires marqués par les traces du temps. Mr Panda devint prestigieux lorsque je réalisai son portrait façon studio Harcourt.
Le film Dracula, sorti en 1992, traite d'une histoire d'amour hors du commun. La tête aux deux loups de l'affiche du film m'inspirait. Je l'ai peinte sur un des murs de mon chez-moi de l'époque. Le poisson est un animal de grande signification symbolique et spirituelle. Son extraordinaire fécondité et la rapide régénération des bancs évoquent la renaissance et la perpétuation des cycles. En Chine, le poisson est symbole de la chance. Pour les hindous, le poisson vivant dans l'eau des profondeurs est également symbole de sagesse, de mysticisme. Pendant les persécutions romaines, les chrétiens utilisaient le symbole du poisson pour se reconnaître entre eux, sans attirer l'attention des Romains. Le poisson garde toujours les yeux ouverts, belle qualité pour toute personne qui souhaite s'éveiller à son potentiel. Vanessa Baudouin, thérapeute, formatrice, conférencière. Du noir et blanc s'imposait pour l'exposition d'art d'ombre mouvante projetée sur les murs. Je photographiais l'onirisme. Onirisme, délire aigu constitué de représentations concrètes, mobiles comme celle du rêve et vécues intensément par le sujet. Des milliers d'éclats de verre recouvraient ce jour-là le carrelage de la grande salle d'exposition au dernier étage du musée Beaubourg. La lumière jouait un rôle important dans la création de l'œuvre éphémère en transformant le sol en une surface miroitante comme battue par une ondée subite. Par les baies vitrées, la vue de Paris s'étalait, s'imposait, surpassant la pièce maîtresse de l'exposition. La ville de Sèvres est célèbre pour sa manufacture de porcelaine. Ce vase est une référence aux carreaux typiques des murs du métro parisien. Musée du Louvre, les momies de chat déclenchèrent l'exclamation sacrilège mais néanmoins amusante d'un adolescent posté devant les animaux sacrés, immortalisés. Ils étaient fous, ces Égyptiens. Dans la cour du Louvre, 4 grands portails s'ouvrent aux 4 points cardinaux. Arrivant de la porte côté Seine, je fais face au grand vantaux qui montre la voie vers le passé en menant au Louvre des antiquaires. Le passage sur ma gauche pourrait me diriger vers la futuriste pyramide, mais sur ma droite, l'ouverture lumineuse m'attire en emplissant l'instant présent de musique. Je marche vers le violoniste talentueux qui fait résonner les sons de son instrument sous la voûte et je vis pleinement cet instant mélodieux. J'ai voulu ce cliché avec du gras pour le rendre vibrant comme l'étaient les trémolos du violon. La grande roue de la place de la Concorde déchire la nuit de ses nacelles vacillantes lumineuses. J'ai rêvé un instant qu'elle se libérait de ses attaches pour rouler vers la Seine. La canopée est l'étage supérieur de la forêt, directement influencée par le rayonnement solaire. Elle est parfois considérée comme un habitat
ou un écosystème en tant que tel, notamment en forêt tropicale où elle est particulièrement riche de biodiversité et de productivité biologique. J'ai assisté à la construction de la canopée des Halles avec un grand intérêt, saison après saison. J'y ai vu le désir des Parisiens d'un avenir plus en respect avec l'environnement. Les ouvriers réparent, rénovent, construisent, installent Paris-Plage, repeignent la Tour Eiffel, œuvrent et forcent le respect. Poussé par une foule dense à la sortie du Grand Palais, je tente de photographier les hautes portes en ferronnerie et les piliers plantés comme deux jambes solides. Des colonnes corinthiennes, celles de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris, constituent une parfaite illustration du style architectural néoclassique. Pour la petite histoire, sa construction s'est étalée sur 85 ans, en raison des troubles politiques en France à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Les Parisiens viennent souvent croquer un sandwich assis sur les marches creusées, adossés aux piliers. Âgée de 9 ans lors de ma première visite de Paris, cette ville m'a paru comme une délivrance. Des années plus tard, au bord de la Noyade, dans une vie pleine de nœuds, je me souvins que là-bas, dans la ville capitale, les lumières des grandes avenues m'attendaient pour ouvrir le champ de mes possibles. L'élément le plus poignant du film La liste de Schindler est une fillette vêtue d'un manteau rouge qui avance dans un univers en noir et blanc, petit témoin de la panique animale et des adultes qui courent pour échapper à la rafle terrible, à l'extermination. Elle marche de son petit pas tranquille, parmi les soldats tueurs qui ne la voient pas. Elle est le symbole de l'espoir et de la vie. Notre regard de spectateur au souffle suspendu la suit pour la retrouver à la fin de la scène, tache rouge posée sans vie sur un charnier. Lorsque j'aperçus ce petit garçon sur l'avenue des Champs-Élysées, fermé à la circulation en ce premier jour de l'année 2015, il traînait joyeusement derrière lui des ballons colorés, et cela me renvoya la petite fille à la robe rouge dont l'innocence avait été immolée. Je pensais, nous vivons quand même une belle époque de paix. Même jour, même lieu, la plus belle avenue du monde, la personnification de l'amour m'apparut sur un tapis de confettis jonchant le bitume. J'ai accéléré le pas pour dépasser ces amoureux intemporels. Ils avançaient, bras dessus, bras dessous, portant sur l'horizon un même regard apaisé par l'amour. Leur léger sourire tranquille était le sourire de leurs 20 ans. Les vendeurs ambulants de gourmandises font partie intégrante de la vie parisienne. Vêtu de noir, à la mode en vigueur au siècle dernier, le faiseur de crêpes fabriquait ses galettes odorantes avec dextérité et les touristes tendaient leur monnaie autant par gourmandise que séduits par l'image rétro et typique.
Cette photo en couleur était clinquante. Le mode noir et blanc met en exergue la surabondance de détails de ce décor American Diner. Sur le toit des galeries Lafayette-Haussmann, ce petit homme, silhouette inattendue dans ce lieu insolite, stoppa sa course devant le panneau gigantesque à ses yeux et écarta les bras dans un geste d'impuissance, comme s'il venait de comprendre que la vie serait semée d'embûches. En accompagnant mon fils aîné au pied de l'immeuble qui abritait son nouvel appartement, je pris conscience qu'il venait de quitter en douceur le nid familial pour commencer une vie de couple harmonieuse. Le toit du bâtiment se perdait dans le ciel. L'avenir me fit la promesse du bonheur. Les aqueductus ou ponts aqueducs romains s'intègrent au paysage languedocien. Visiteurs du passé comme invités, ils enjambent gracieusement les rues des vieilles villes. Une jupe fleurie sur un vélo, un ciel vibrant de chaleur, des palmiers. Le décor est planté. Nous sommes dans le sud de la France. Le choix du noir et blanc a été fait pour illustrer un temps ralenti. Des jupes fleuries sur des vélos ont roulé dans cette même ville, sous le même ciel vibrant de chaleur, chaque printemps depuis que le vélocipède a été inventé. La ville de Montpellier étonne par son ambitieux plan d'urbanisation et ses grandes réalisations. Ici, un détail architectural de l'imposante mairie, Port Marianne.